Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ARS Grand Est de nous donner la parole. Merci à Madame la vice-présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de ses propos. Jérôme a aussi bien planté le décor. Je remercie vraiment l'ARS Grand Est qui donne régulièrement la parole aux acteurs nationaux pour ces journées d'animation et de partage avec les opérateurs qui font l'offre du quotidien d'accompagnement et de soins des personnes en situation de handicap. J'ai eu la chance de venir avec différentes casquettes dans différentes manifestations de ce type depuis la participation, il y a déjà un peu de temps. J'étais alors à la DGCS à une journée promouvant un outil déjà d'adaptation, de supervision qui est le tableau de bord de la performance au moment où son expérimentation s'initiait. Et puis, je veux saluer en direction des participants la grande vitalité, le dynamisme que j'ai perçu dans ces différents déplacements en Grand Est qui manifestent la manière très concrète dont vous vous êtes emparé, dont vous vous emparez de la question du développement et de la transformation des accompagnements des personnes en situation de handicap. J'ai vraiment en tête la visite d'un habitat inclusif, celui géré par l'Arche, dans l'écoquartier du Danube à Strasbourg, où on voit vraiment à quel point ces nouvelles propositions de vie sont à la fois pertinentes pour les personnes et pour leur quartier, pour la ville, transforment le quartier avec un habitat à la fois partagé, un vrai chez-soi pour les personnes, et aussi un habitat complètement inséré dans lequel les habitants participent à la vie du quartier voilà, très simplement, je pense à la gestion de certains services partagés de ce quartier auxquels les habitants concourent. Donc, vraiment un exemple extrêmement dynamisant de ce que la meilleure prise en compte, la meilleure place faite aux personnes est aussi transformateur pour la société tout entière. C'est la thématique du comité interministériel du handicap, présidé par le Premier ministre et qui se réunit exactement au même moment que nous. Quand les enjeux du handicap progressent, c'est toute la société qui avance. Et cet exemple de l'habitat à Strasbourg. Un autre exemple aussi très présent, celui d'un dispositif d'autorégulation dans un lycée de la proche banlieue de Strasbourg aussi. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de la commune où il est implanté, mais ce dispositif d'autorégulation permettant à des jeunes lycéens avec des troubles du spectre autistique de suivre l'enseignement le plus possible avec des jeunes de leur classe d'âge, tout en ménageant des temps de répit, en temps de besoin, pour des jeunes qui, pour certains, avaient dû être déscolarisés, parfois pendant une longue période du fait de leurs troubles, et que auquel ce dispositif permettait de renouer avec à la fois l'éducation et la communauté de leurs pairs. C'était vraiment très intéressant et très stimulant de le voir, d'entendre aussi les professionnels de l'éducation nationale et de l'ensemble de la communauté pédagogique du lycée dire à quel point l'accompagnement des professionnels médico-sociaux du dispositif d'autorégulation était fructueux pour l'ensemble des lycéens, pour leur pratique, pour l'adaptation de leur pratique pédagogique pour l'ensemble des élèves. Donc, je le redis, lorsque l'on avance pour les personnes en situation de handicap, j'ai vraiment la conviction qu'on fait avancer toute la société. Et puis, dans un dernier exemple que je veux saluer et que je garde en mémoire de ces progrès de la société inclusive que vous construisez au quotidien, je me souviens aussi avec beaucoup de plaisir de l'accueil par l'UDAF qui organisait une journée et une manifestation pour la société inclusive à la foire de Châlons-en-Champagne.
et que au sein d'une manifestation populaire puisse se tenir un stand qui explique concrètement ce que sont des mesures de tutelle et de curatelle, mais aussi donne la parole aux personnes, organise des manifestations festives, une chorale de personnes accompagnées, et puis organise des débats autour de la société inclusive, je le redis, dans une manifestation très populaire. C'était une initiative vraiment très intéressante que je salue à nouveau quelques années après. Donc la transformation de l'offre, effectivement, elle est là, vous la construisez, vous la faites vivre, la construction et le développement de l'offre, je le souligne à nouveau. Et Jérôme Jumel a rappelé l'ensemble à la fois de la philosophie, peut-être, c'est un bien grand mot, en tout cas des principes qui sous-tendent ces orientations, et puis des outils juridiques aussi très concrets que la Direction générale de la cohésion sociale s'est employée à mettre à disposition des acteurs pour soutenir l'évolution des accompagnements, permettre et encadrer l'émergence de nouveaux dispositifs plus souples, plus individualisés. On a parlé, bien sûr, il a parlé des dispositifs qui accompagnent l'appui à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap, les équipes mobiles. On peut citer aussi le fort essor des PCPE depuis 2017, qui sont désormais généralisés dans l'ensemble du territoire. Bref, un foisonnement de dispositifs qui a été de la responsabilité de la Direction générale de modéliser, qu'il a été de sa responsabilité, auquel elle a donné un socle juridique pour favoriser leur déploiement dans les territoires. Et la CNSA, qui, vous le savez, est un financeur très important de l'offre d'accompagnement des personnes en situation de handicap, puisque à la fois nous répartissons les crédits de l'objectif global de dépenses qui soutient le financement de l'essentiel des places tarifées par les agences régionales de santé ou co-tarifées avec les départements, d'une part, et d'autre part, nous soutenons les départements dans l'exercice de leurs responsabilités dans le champ des politiques de l'autonomie et particulièrement pour le cofinancement de la prestation de compensation de handicap. Donc la CNSA rend compte du développement et aussi de la transformation de l'offre médico-sociale qu'elle finance de manière directe et indirecte au travers d'un suivi annuel pour son conseil et pour l'ensemble des acteurs intéressés. Et donc, ce suivi, dont la dernière édition donc pour l'année 2020 sera prochainement rendue disponible sur le site de la CNSA, permet de rendre compte très concrètement à la fois des crédits qui sont mobilisés par le développement et la transformation de l'offre, et puis de la manière dont se déploient donc, ces nouveaux services ou dispositifs. De manière complémentaire à notre action de financement, je peux signaler aussi que nous avons, sur la période écoulée, été mobilisés avec la CNSA, avec la DGCS, avec l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, pour promouvoir les différents dispositifs et l'esprit de la transformation de l'offre. Nous avons en particulier co-animé ensemble dans les territoires des journées dédiées à cette transformation tout au long de l'année 19, avant malheureusement que la crise Covid en 20 contraigne les déplacements dans les territoires. Nous avons aussi réalisé la synthèse qui se trouve sur notre site d'un ensemble de projets de recherche en commun avec l'IRESP, projet de recherche donc éclairant l'offre médico-sociale et sa transformation. Donc, je vous invite également à prendre connaissance de ce livret de synthèse
sur les projets éclairant l'offre médico-sociale et sa transformation sur la période 2017-2020. Nous avons mis en ligne dans la fin de l'année 21. Je veux souligner que le travail autour d'une offre plus individualisée, plus souple, est également éclairé par les travaux du Conseil de la CNSA. Madame la vice-présidente, vous avez fait référence, je vous en remercie, à l'engagement de Marianne Monchamp. Le Conseil de la CNSA qui associe l'ensemble des, ce qu'on a coutume d'appeler des parties prenantes de la politique de l'autonomie, État, représentants des conseils départementaux, représentants de la parité syndicale, évidemment associations représentatives des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, s'est attaché sur la période 2018-2020 à décrire le modèle inclusif de protection sociale vers lequel il estime nécessaire de tendre, la transformation de nos systèmes pour construire des réponses inclusives aux besoins des personnes, en insistant sur la logique domiciliaire du chez-soi pour tous, le fait que l'offre de soins, d'accompagnement des personnes doivent garantir à la personne, quel que soit son lieu de vie, le sentiment de chez-soi, qui est un droit garanti à la fois par la loi de 2005 et la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, le juste accompagnement qui permette la compensation de l'impact de son handicap sur son projet de vie et l'exercice d'un certain nombre de droits, parmi lesquels le droit à l'éducation ou celui à l'emploi. Et la transformation de l'offre, le fait qu'elle accompagne de plus en plus les enfants à l'école ou qu'elle accompagne par exemple des personnes adultes dans le milieu du travail, dans le milieu ordinaire, avec le développement de l'emploi accompagné par exemple, eh bien, elle vise à proposer ces réponses d'accompagnement qui à la fois construisent un chez-soi et puis permettent la pleine et entière citoyenneté de la personne. Ce que je veux dire, sans être trop longue, c'est que la CNSA va aussi prendre l'engagement pour la période qui s'ouvre de mettre la transformation de l'offre au cœur de l'appui qu'elle entend proposer aux agences régionales de santé, aux conseils départementaux, pour les aider à la fois à planifier le développement d'une offre qui accompagne les personnes dans la diversité de leur situation de vie et de handicap, et une offre souple, modulaire, qui permette le plus possible d'être sans rupture. Cette transformation de l'offre et l'appui que la CNSA va pouvoir fournir donc est au cœur de la convention d'objectifs et de gestion que la CNSA s'apprête à conclure avec l'État pour la période 2022-2026. Cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion, elle accompagne la transformation de la structure que je dirige en 5e branche de l'autonomie, et la création de cette 5e branche, nous en avons l'ambition, doit nous permettre d'accompagner encore mieux les départements, les agences régionales de santé dans leur travail d'importance dans les territoires pour piloter, organiser, financer, soutenir cette construction d'une offre qui permette le juste accès aux soins des personnes en situation de handicap qui en ont besoin, tout simplement, avec la diversité de leur situation, je le redis, mais également le juste accompagnement qui leur permette, qui les facilite leur parcours de vie. Au titre des instruments que nous mobiliserons dans cette feuille de route 2022-2026, je veux citer notamment notre action en matière de financement du Ségur de l'investissement, qui a déjà été abordé par Frédéric Remet, au-delà du soutien à l'investissement immobilier
qui est plutôt orienté sur le secteur de l'âge. Je veux souligner à quel point le programme ESMS numérique que nous pilotons, qui est un programme doté de financement très important à l'échelle nationale. Il représente 600 millions d'euros d'investissement jusqu'en 2026 pour le médico-social, nous paraît très porteur pour accompagner l'évolution des pratiques professionnelles et faciliter aussi bien l'autodétermination des personnes, l'expression de leurs projets, la vérification aussi avec elles que l'accompagnement qui leur est offert correspond bien à l'évolution de leurs besoins, mais aussi un outil numérique pour faciliter la communication entre les différents professionnels qui ont vocation à coordonner leur action autour des personnes, aussi bien au sein d'une structure, établissement ou service médico-social, qu'entre les différents acteurs et les différents professionnels dont l'intervention est souvent nécessaire autour de la personne, professionnels du soin, bien sûr, professionnels de l'aide à domicile, souvent, et professionnels du secteur sanitaire ou des structures expertes qui peuvent être mobilisées dans ces parcours coordonnés. Le programme de la CMS numérique, il a commencé d'être déployé par un fonds d'amorçage financé par la CNSA de 30 millions d'euros en toute fin 2020. Il s'est poursuivi avec une tranche de 100 millions d'euros pour l'année 2021, dont nous voyons que les structures, les opérateurs s'emparent avec un très grand succès à la fois de l'appel à projet national et des appels à projets régionaux qui ont permis de mobiliser l'ensemble des crédits et qui va permettre à un très grand nombre, plusieurs milliers de SMS d'ores et déjà, de se doter de dossiers usagers informatisés, je le redis, pour accompagner et organiser la transformation de l'accompagnement au profit des personnes. Jérôme Jumel a parlé aussi de la question de l'attractivité des métiers, qui est au cœur de l'intervention de la DGCS pilote de la stratégie de soutien à l'emploi dans un secteur dont on connaît pour lequel on connaît les tensions sur les recrutements. Je veux signaler que la CNSA va continuer de porter un soutien à l'attractivité des métiers de l'autonomie sur la période 2022-2026, à la fois avec un conventionnement avec les opérateurs de formation à l'échelle nationale, par un appui aux conseils départementaux dans leurs travaux de soutien à la professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, par un appui aux agences régionales de santé, par leur effort pour travailler sur la qualité de vie au travail des professionnels. Et puis, nous ambitionnons de pouvoir encore démultiplier ce soutien à l'attractivité des métiers de l'autonomie au sens large, mais également à ceux du handicap. Je voulais vous indiquer que je trouve très prometteur le déploiement de plateformes des métiers de l'autonomie que nous soutenons en ce début d'année 2022. Dans la région Grand Est, c'est en Meurthe-et-Moselle que la plateforme va s'installer, qui à la fois coordonne l'action des conseils départementaux, des maisons de l'emploi, des agences régionales de santé, des opérateurs de formation, des organismes gestionnaires, de l'éducation nationale aussi, pour tisser une véritable chaîne d'intérêt et de soutien à la fois à l'identification de viviers, de jeunes, de moins jeunes potentiellement intéressés par ces métiers, pour assurer la promotion de ces métiers, pour assurer aussi la mise en relation des viviers et des structures potentiellement susceptibles d'accueillir des futurs salariés, organiser les formations courtes en tant que de besoin susceptibles de faciliter la mise à l'emploi de nouveaux salariés. Bref, des plateformes que nous avons sélectionnées après un appel à projet qui a connu un grand succès, 20 plateformes qui sont retenues avec un soutien de 13 millions d'euros. Nous allons vraiment suivre de très près le développement de ces plateformes pour à la fois nous assurer qu'elles fonctionnent correctement, nous attacher à modéliser la manière dont elles travaillent pour faciliter aussi rapidement leur essaimage et nous l'imaginons assez vite la généralisation à l'ensemble du territoire.
Le sujet Séraphin a été évoqué, la question des parcours sera aussi au cœur de votre journée. Donc, je ne vais pas être plus longue pour évoquer ces différents chantiers, simplement vous redire que la CNSA, désormais investit de la haute responsabilité de gérer la nouvelle branche de soutien à l'autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées, avec le concours des conseils départementaux, des agences régionales de santé, qui ont l'éminente responsabilité de faire vivre de manière très concrète et opérationnelle l'ensemble de ces dispositifs avec votre concours dans les territoires. Et bien cette nouvelle branche, elle se met en ordre de marche pour construire une nouvelle offre de services et être en appui de vos initiatives. Merci de ces travaux et j'espère qu'ils seront très fructueux, qu'ils vous donneront encore de l'énergie pour poursuivre et continuer d'inventer l'offre dont les personnes ont besoin. Très bonne journée. Merci beaucoup, Madame Magnan. Merci à vous et merci à Monsieur Jumel pour vos interventions très complémentaires qui, vous l'avez dit, montrent que la société inclusive est une construction quotidienne, appuyée sur les domaines de vie réels des personnes, mais qui repose aussi sur des évolutions très techniques, structurelles, dossier de la personne, SI, etc. Il y a eu différentes questions dans le chat. Je vais en relever une principale compte tenu de l'avancée de l'heure. Question qui remonte très souvent parmi les gestionnaires et professionnels des structures, mais aussi et peut-être plus encore parmi les familles et les associations qui représentent les familles. Comment, à votre niveau respectif, envisagez-vous la transformation de l'offre concernant la grande dépendance? L'exemple du polyhandicap a été cité, mais ça n'est sans doute pas un exemple exclusif. Madame Magnan, peut-être? Je l'envisage très simplement. La transformation de l'offre, c'est le juste accompagnement et le juste soin. Et donc, les personnes qui ont besoin de plus de soins et de plus d'accompagnement doivent pouvoir le trouver. Le cas échéant, ce qui nous semble important, c'est que ce haut niveau de soins et ce haut niveau d'accompagnement qui peut être rendu nécessaire, il soit prodigué conformément au projet de vie de la personne et de sa famille dans le lieu de vie qui sera choisi, ou bien à domicile, ou bien dans des structures proposant un hébergement permanent, si cela correspond au projet de vie de la personne et de sa famille. Je le redis, la question du libre choix de la personne, son autodétermination doit être au cœur de tous les parcours. Dans le cadre de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre, vous savez qu'il y avait cette stratégie quinquennale, elle était construite de manière assez souple au national pour pouvoir précisément se décliner de manière souple dans les territoires, parce qu'il aurait été un peu étrange qu'on invite les organismes gestionnaires à adapter leur offre et à faire preuve de souplesse, et d'avoir un plan national qui décompose tout ça en petites cases et qui disent on va consacrer sur les 200 millions, les quelques 200 millions à l'époque dédiés à cette transformation, on va consacrer X millions à telle structure, X millions à telle autre, X millions à répondre à tel besoin, etc. Donc là, la stratégie, elle a vraiment été construite de manière ouverte en disant, en confiant les rênes du pilotage aux agences régionales de santé, aux conseils départementaux, en les investissant la lourde responsabilité de mobiliser au mieux ces crédits pour répondre aux besoins dans les territoires. À l'intérieur néanmoins de cette enveloppe souple, il était bien identifié 2 situations particulières qui devaient faire l'objet d'une attention dédiée des agences régionales de santé, des conseils départementaux, et cela était le cas. La situation des personnes en situation de handicap psychique d'une part, et la situation des personnes en situation de polyhandicap d'autre part, avec des moyens plus particulièrement fléchés à l'intérieur de ces offres pour développer des accompagnements adaptés
à la spécificité de ces situations de vie et de handicap. Et donc, ces crédits ont été effectivement mobilisés et mis à profit dans les territoires. Nous en rendons compte et nous avons d'ailleurs rendu compte dans un copil national dédié au polyhandicap que réunissait Sophie Cluzel en toute fin d'année dernière, de mémoire. Et donc, nous avons pu constater que les agences régionales de santé, les conseils départementaux s'étaient pleinement emparés des crédits de la stratégie pour développer une offre de structures, en particulier masse et femmes, qui a pu sembler dans les territoires la plus adaptée pour les personnes en situation de polyhandicap adultes. Et ces crédits ont également été mobilisés pour renforcer le soin dans les structures, permettre notamment le développement d'infirmières de nuit, par exemple. Donc voilà, je vous répondrai que il y a une diversité, là encore, enfin, je le redis, hein, de situations, de besoins de soins d'accompagnement, des aspirations diverses aussi, des personnes et des familles. Ce qui m'importe, ce qui nous importe collectivement, c'est que nous puissions répondre à ces diversités de situations et permettre l'expression d'un libre choix en favorisant le développement d'offres, le cas échéant avec de l'hébergement, si c'est la situation, ou une offre hors les murs qui puisse accompagner la personne chez elle sans distinction de ce qui serait bien ou de ce qui serait mal, et en se redisant qu'en tout état de cause, ce qui compte, c'est le choix des personnes et leur autodétermination.